C'est le tofacitinib. Eh bien, merci beaucoup, chère Maria. Merci au Conseil scientifique de m'avoir invité à répondre à cette question. J'ai quelques conflits d'intérêts. Finalement, si on fait le compte, il n'y a guère que 10 médicaments qui ont fait la preuve de leur efficacité dans le traitement de la rectocolite hémorragique. 40 ans de recherche clinique résumée en une diapositive. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, si ce n'est pour dire que 4 d'entre eux ont été testés chez des patients à la fois naïfs et préalablement exposés aux anti-TNF. Et l'un de ces 4 médicaments, le plus récent, est le tofacitinib. C'est celui auquel on va s'intéresser dans les 8 minutes qui viennent. Ce traitement a fait la preuve de son efficacité en induction et en maintenance, au prix, enfin, il a un coût assez élevé, et ceci à la fois chez les patients naïfs et les patients déjà exposés aux anti-TNF. Alors, on le voit donc sur la partie haute de la diapositive. Dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, par définition, il y a beaucoup d'inflammation dans l'intestin, et ça passe par des cytokines pro- et anti-inflammatoires. Par exemple, le TNF a un récepteur qui lui est propre, le récepteur au TNF. C'est la même chose avec l'IL1, l'IL-17 et puis le TGF-bêta qui est plutôt une cytokine anti-inflammatoire. Et puis vous avez ici les récepteurs aux cytokines de type 1 et 2 qui sont en fait une famille de récepteurs à beaucoup de cytokines, la plupart pro-inflammatoires. Et c'est sur ces cytokines, sur ces récepteurs que va agir le tofacitinib. Là, voilà cette famille. Donc, on distingue les récepteurs aux cytokines de type 1 et de type 2. Dans celle de type 1, il y a ici un récepteur avec la chaîne gamma-C, mais vous voyez que ce sont tous des hétérodimères. Et chacun transduit le signal à l'intérieur de la cellule par un système donc, de JAK-STAT avec, là encore, toute une famille de molécules. Celui-ci, c'est donc la chaîne gamma qui code pour le récepteur aux interleukines 2, 4, 7, 9, 15 et 21, transduit par JAK1 et JAK3. Mais si ici on prend les cytokines de type 2, qui sont essentiellement des récepteurs aux interférons, par exemple ici l'interféron gamma, c'est JAK1 et 2. Ici, JAK1 et TYK2, une molécule dont on entendra parler dans les prochaines années, soit dit au passage. Mais maintenant, abordons le vif du sujet. Quels sont les effets indésirables des inhibiteurs de JAK? Donc, tofacitinib est un des inhibiteurs de JAK. C'est un pan-JAK inhibiteur, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus spécifiques. Des infections, des cytopénies, des dyslipidémies, des perforations intestinales rapportées dans les essais PR, des lymphoproliférations chez le transplanté. Il faut savoir que le tofacitinib a été d'abord prescrit chez les transplantés et à des doses nettement plus fortes que celles qui sont utilisées chez nos patients. Et on a eu la mauvaise surprise de constater chez ces malades un certain nombre de lymphoproliférations. Il y a également des basocellulaires qui ont été rapportés, ainsi que des élévations de la créatinine et des transaminases, et puis plus récemment la maladie thromboembolique. Alors, il y a un article qui est sous presse dans Gastroentérologie, donc on l'a sous forme d'épreuves non corrigées, qui fait une méta-analyse et une revue systématique de l'ensemble des essais thérapeutiques publiés dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et les autres maladies médiées par l'immunité, PR, psoriasis, etc. Près de 25 000 patients ont été inclus dans ces essais thérapeutiques, donc c'est quelque chose qui porte sur un assez grand nombre de malades. Les résultats sont relativement rassurants puisque vous voyez qu'il n'y a qu'un seul signal, c'est celui du zona qui est significatif. Le reste est à la fois peu significatif et à première pas très différent de zéro. Deuxième message qui est d'importance aussi, il n'y a pas de différence entre les différents inhibiteurs de JAK. Vous voyez que le signal est à peu près le même, donc je vous laisse regarder 5 minutes, mais vous voyez qu'il n'y a pas énormément de différence entre le tofacitinib et puis les autres récepteurs, par exemple le filgotinib qui est plus spécifique. Ici, ce sont les taux d'incidence. Pour rester dans la même thématique, on voit que les modifications des variables biologiques en fonction des médicaments, selon leur sélectivité ou non-sélectivité anti-JAK, sont également peu différents, sauf peut-être pour la lymphopénie qu'on observe moins souvent avec le filgotinib et puis moins de thrombopénie avec le baricitinib, mais vous voyez que grosso modo, c'est à peu près les mêmes choses. Alors tout ça, c'est très bien, mais en fait, la vie ne se résume pas aux essais randomisés. Les essais randomisés,
Un trial en anglais, ça veut dire un procès, c'est-à-dire que c'est une mise en scène, ou autrement dit, c'est une expérience, où tout est contrôlé, tout est absolument contrôlé. Quand on regarde en fait les patients que l'on rencontre dans la vraie vie, comme on dit maintenant, seul un tiers aurait été éligible dans les essais randomisés. Un tiers, ce qui veut dire que 2 tiers n'auraient pas été éligibles, ça tombe sous le sens. Alors, dans la rectocolite hémorragique, vous voyez, c'est pas très grave, parce qu'en termes d'efficacité, il n'y a pas de différence entre l'efficacité chez les patients qui n'auraient pas été éligibles, would not qualify, et ceux qui auraient été éligibles, qualify. Il en est de manière toute différente dans la maladie de Crohn, mais aujourd'hui, on parle de la rectocolite hémorragique. Alors, pourquoi les patients ne sont pas éligibles dans les essais randomisés? Dans la maladie de Crohn, c'est essentiellement parce qu'ils ont des sténoses ou des abcès. Manque de peau, c'est les malades qu'on rencontre tous les jours, en consultation, en hospitalisation, mais ceux-là ne sont pas éligibles dans les essais thérapeutiques. Et puis, dans la rectocolite hémorragique, comme dans la maladie de Crohn, il y a aussi les patients qui ont des comorbidités, et puis les patients âgés. Et ceux-là, ils ne sont pas inclus dans les essais randomisés. Il y a une autre chose aussi qui est très importante à mon avis, et qui est complètement sous-estimée, voire ignorée, c'est le fait qu'il faut toujours une période de wash-out pour inclure un patient dans un essai randomisé. 8 à 12 semaines parfois. Les patients, la plupart des patients que nous rencontrons, ils ne sont pas en état, ils ne sont pas en capacité de subir un arrêt d'un traitement pendant 8 à 12 semaines. Donc il y a un autre filtre, un filtre supplémentaire qui sélectionne des patients moins graves comme éligibles dans les essais randomisés. Donc finalement, en faisant une méta-analyse des patients, même en termes de safety, qui ont été élus dans les essais randomisés, on a une vue qui, à mon avis, est relativement optimiste de la safety des médicaments. Et j'en veux pour preuve plusieurs éléments, mais entre autres, les papiers qu'on a sortis avec le SNDS et qui montrent clairement une augmentation du risque de lymphome, individuellement le risque très faible, mais d'un point de vue théorique, c'est important de le savoir. Avec, vous voyez, une augmentation du risque avec l'éthiopurine, mais aussi avec les anti-TNF, et davantage encore lorsque les deux médicaments sont combinés. Et c'est à peu près la même chose en ce qui concerne les infections, mais je ne sais pas pourquoi la diapositive a sauté, mais le message est très similaire. Alors, vous connaissez sûrement le A392 ou 1133. Je vais faire juste un bref rappel. En fait, c'est un essai randomisé ouvert post-marketing qui a évalué la sécurité d'emploi du tofacitinib comparativement aux anti-TNF chez les patients atteints de PR de plus de 50 ans ayant au moins un facteur de risque cardiovasculaire. Il a fait l'objet d'une communication de la FDA et de l'EMA. Et il y a deux signaux en fait, qui apparaissent. D'une part, une augmentation du risque d'embolie pulmonaire, particulièrement à la dose de 10 mg toutes les 12 heures, et une augmentation du risque de mortalité à la dose de 10 mg toutes les 12 heures, mais également à 5 mg toutes les 12 heures. Vous voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc après cette analyse intérimaire, le bras tofacitinib 10 mg x 2 a été fermé et il n'y a plus d'inclusion dans ce bras. L'EMA donc confirme que le tofacitinib doit être utilisé avec prudence chez les patients ayant un risque élevé de CAIO, donc de maladie thromboembolique. Il doit être utilisé avec prudence chez les patients qui ont des facteurs de risque de maladie thromboembolique, une maladie du cœur, un cancer, des antécédents de maladie thromboembolique, les patientes sous traitement hormonal, les malades âgés qui ont du diabète, une obésité, qui fument, qui ont une hypertension. Le traitement par tofacitinib 10 mg toutes les 12 heures ne devrait pas être laissé en traitement d'entretien si on peut faire autrement chez les patients qui sont à risque. Les malades doivent être informés et également le risque d'infection est majoré chez les patients de plus de 65 ans. En pratique, donc, la plupart de nos malades en fait, la totalité de nos patients sont des malades réfractaires aux anti-TNF et ils requièrent, dans l'immense majorité des cas, une dose d'induction à 10 mg x 2. Mais il faut faire un essai de diminution des doses dès qu'on le peut, tout particulièrement chez les patients à risque. Quel bilan avant instauration du traitement? Il faut prendre en compte le risque cardiovasculaire. L'hypertension artérielle et l'hyperlipidémie doivent être soignées selon les standards en vigueur. Il ne faut pas associer avec un traitement biologique ou immunosuppresseur le tofacitinib, et puis pas de tofacitinib s'il y a une infection sévère ou une insuffisance hépatique. Le bilan biologique, hémogramme, lipides et enzymes hépatiques, pas de tofacitinib en cas de lymphopénie, de neutropénie, d'anémie, ça tombe sous le sens. Statut tuberculeux comme pour les anti-TNF, mise à jour des vaccins, et demain peut-être avec le vaccin recombinant anti-Zona.
La surveillance NFS plaquettes à 4 et 8 semaines, puis tous les 3 mois, et puis un dosage du cholestérol LDL et HDL à 4 et 8 semaines. Ce petit diagramme pour vous montrer que l'augmentation du cholestérol, et tout particulièrement du LDL, survient dans les 4 à 8 premières semaines, et ensuite les taux se stabilisent. Donc, faut-il prendre des précautions avant de prescrire l'autofacitinib? Oui. Voilà, je vous remercie de votre attention. Les mêmes qu'avec les immunosuppresseurs et les biologiques. De toute façon, avant de prescrire n'importe quel médicament, il faut prendre des précautions. Mais là, c'est les mêmes qu'avec les immunosuppresseurs et les biologiques. Il faut éviter de prescrire l'autofacitinib chez les malades à risque de maladies thromboemboliques, surveiller les lipides à 8 semaines, et demain, probablement, le Shingrix avant traitement, le vaccin anti-zona recombinant. Actuellement, on ne dispose que d'un vaccin vivant et pas super efficace. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai peut-être certains qui ont déjà commencé à prescrire du TOFA ou pas. Moi, du coup, j'ai une petite remarque. Je ne sais pas si c'est une question, mais finalement, à l'heure où, dans les choix thérapeutiques qu'on prend, le profil de sécurité des médicaments est un élément hyper important, au-delà de leur efficacité, de leur mode d'administration, etc. Finalement, comment est-ce que tu le positionnes, le TOFA? Parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de réserves sur les risques thromboemboliques, lipidiques, infectieux, etc. Uniquement sur cet aspect de safety. Alors, 2 remarques. La première d'ordre général. Si tu veux, la safety, elle doit être évaluée de manière parallèle à l'efficacité. Par exemple, chez un malade qui a une colite sévère, il vaut bien mieux prescrire une combothérapie, même si elle est associée à un risque élevé d'infection, que de prescrire un anti-TNF sous-cutané, parce qu'il sera moins efficace, donc moins safe. L'efficacité et la safety, ce sont 2 choses qui vont ensemble, en fait. S'agissant du tofacitinib, c'est clairement un médicament qui doit être prescrit aux patients qui sont réfractaires aux anti-TNF. Et en deuxième position, il est assez efficace. Il est assez efficace. Il y a même une méta-analyse en réseau. Alors bon, il y a des problèmes avec les méta-analyses en réseau qui suggèrent que c'est un des produits les plus efficaces en 2e ligne. Elle est aussi sous presse, mais dans CGH. Elle n'est pas encore sortie. Donc pour moi, c'est un bon médicament de la RCH réfractaire en 2e ligne, mais pas chez les patients à risque, etc., etc. Il y a une question. Ouais. Bonjour. Pour les patients qui seraient candidats à la vaccination par Shingrix, c'est ceux qui n'ont jamais rencontré le VZV ou c'est ceux qui l'ont en eux? Et c'est quoi systématique. C'est systématique, quel que soit le statut. Alors, soyons précis. C'est systématique chez les personnes de plus de 60 ans, paraît-il, aux États-Unis, hors maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Mais actuellement, on ne dispose que d'un vaccin qui est un vaccin vivant, qui s'appelle le Zostavar, je crois, ou le Zostavax, qui est peu efficace, puis surtout, c'est un vaccin vivant. Donc, impossible de le prescrire chez des patients exposés aux anti-TNF ou aux tofacitinib. Pour ce qui est du Shingrix, son innocuité dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin n'est pas établie. Ça doit être dit. Mais tout récemment, on vient de sortir des recommandations dans le psoriasis, et nos collègues dermatologues recommandent de vacciner par le Shingrix, parce qu'il est disponible aux USA, les patients atteints de psoriasis qui doivent recevoir du tofacitinib. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. On est très en retard. Donc, je vais passer la parole avec retard, et je m'en excuse, à Anne Buisson, qui va nous faire une conférence sur